Bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient là à la conférence, à la présentation précédente. Bienvenue à la deuxième partie de notre double programme spécial sur la bande dessinée et bande défilée dans le cadre du forum New Worlds of Fantasy, donc le forum littéraire de cette 22e édition du NIF. Le forum New Worlds of Fantasy existe depuis 2010 et en fait il a été évident de le créer car la littérature fait vraiment le lien avec le cinéma. En fait, le cinéma-littérature et différentes formes d'expression communiquent énormément dans le cadre des imaginaires du fantastique, comme on aime les appeler ici. Et pour cette deuxième présentation, nous sommes vraiment dans la création suisse, la création numérique suisse avec la bande défilée, qui est donc un moyen d'expression que je connaissais très peu avant que Boris Bruckler, notre consultant, l'amène la pousse vers moi, gentiment. Et nous avons décidé de faire donc cet après-midi en deux parties avec effectivement la création suisse en deuxième partie, avec donc la maison d'édition suisse, donc collection RVB, qui depuis 2018 crée des bandes défilées. Donc les personnes qui sont là, qui vont s'exprimer, sont Aude Barriot, Yanis Lamakia et Pierre Schilling, qui seront donc au centre de la conversation. Et donc il y aura une présentation, je ne sais pas s'il y aura on ouvrira sûrement aux questions du public à la fin. Et donc c'est une manière de découvrir un petit peu une partie de la création suisse que nous connaissons peut-être moins, car au NIF, nous montrons principalement du cinéma suisse, c'est-à-dire évidemment, c'est notre core business, comme on dit, des courts-métrages et des longs-métrages suisses. Donc nous sommes ravis de cette opportunité. J'aimerais remercier chaleureusement Pro Helvetia, la Fondation suisse pour la culture avec qui nous collaborons sur cet événement spécial, particulièrement Raina Guerrig et Aurélia Maillard-Despont, avec qui nous avons développé, en fait, nous avons articulé cet événement et qui nous soutiennent et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Merci encore. Donc je laisse la parole à Boris pour la suite des opérations. Merci beaucoup. Alors je m'installe, oui, le micro fonctionne, je m'installe tout de suite et vous préviens par avance, nous allons avoir l'immense privilège, l'immense plaisir d'avoir une interprétation des bandes dessinées qui seront proposées ici aujourd'hui au travers des artistes présents, mais je vous laisse la surprise de cette interprétation par Flavia Papadaniel qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Alors merci infiniment d'être présents à vous trois. Aujourd'hui c'est vraiment un immense plaisir d'avoir un peu la fine fleur de la bande dessinée numérique helvétique en plus avec nous. Donc merci Aude Barriot, merci Pierre Schilling, merci Yanis Lamakia. Alors juste quelques mots d'introduction juste pour resituer un petit peu quelques points forts de vos carrières respectives. Je ne vais pas trop m'étendre parce que sinon on en aura pour un petit moment. Mais Yanis Lamakia, donc vous êtes le cofondateur du collectif Hécatombe, de l'ASCA également, la Swiss Comics Artists Association, fondation association qui valorise les métiers artistiques liés à la bande dessinée. Et vous êtes également cofondateur du festival de micro-édition Monstre, si je ne me trompe pas, fondateur également de la collection RVB chez Hécatombe, qui publie de la bande dessinée numérique, et puis éditeur également de la revue Un fanzine carré depuis 2010. J'ai tout bon pour l'instant. Et puis vous êtes également prix Töpfer 2005 pour The Beauty and the New Fashion Hall. Voilà. Aude Barriot, j'arrive vers vous, où vous êtes également cofondatrice du collectif Hécatombe, et puis vous publiez actuellement Les aventures de Kalao, je ne sais pas si on prononce juste Kalao. Voilà. Comme le mathématicien, c'est ça? Non, comme le caillou. Comme le caillou, d'accord, comme le caillou. C'est un strip qui est publié dans le journal Le Courrier. Vous avez également publié Petit lapin chouin chouin, j'adore ce titre, je trouve vraiment super, aux éditions Hécatombe. Et puis en 2014, vous avez fait Zone d'habitabilité en collaboration avec Barbara Meuli, suite à une résidence à Lisbonne en 2015. Parfait. Et puis Pierre Schilling, enfin, vous avez eu le prix 2010 de la jeune bande dessinée de la République et canton de Genève pour Pain d'épices. Et puis vous avez eu le prix Töpfer Genève 2020 pour Sur la Rôde qu'on va découvrir juste après. Voilà, je ne me suis pas trop trompé, c'est bon? Ok, parfait. Alors peut-être
pour ouvrir un tout petit peu cette discussion autour de la bande dessinée numérique et de ce fameux collectif Hécatombe, est-ce que vous pourriez nous en parler, dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est ce collectif Hécatombe et plus particulièrement cette collection RVB? En quoi ça consiste? Comment ça a débuté? D'ailleurs, pourquoi en fait faire une collection numérique? Qui veut se lancer? Yanis Lamakia, Aude Barrio, qui veut y aller? Alors, pour la collection RVB, c'est quelque chose qu'on a commencé à imaginer, que moi j'ai commencé à imaginer en 2017, et puis surtout en fait parce que j'avais un projet de bande dessinée naturellement, dont on va parler peut-être après, et que j'ai cherché un éditeur. Je trouvais pas vraiment d'éditeur et je pensais vraiment qu'il y avait la nécessité pour faire une œuvre de bande dessinée un peu sur le long cours, d'avoir quelqu'un qui puisse la porter, la défendre, parce que quelque part, en tant qu'auteur, d'être tout seul dans une création, c'est parfois un petit peu compliqué, et une fois qu'on a fini, en fait, c'est dur de continuer à porter un ouvrage, de le faire vivre. Et donc, pour moi, c'était important qu'il y ait un éditeur. On n'en trouvait pas vraiment en bande dessinée numérique, étonnamment, quoi. Il n'y avait pas grand monde qui faisait vraiment ce travail de réfléchir des bandes dessinées pour l'écran, donc c'est-à-dire pas de prendre des PDF et de les faire lire sur des écrans, mais de dessiner des bandes dessinées en se disant elles vont être lues sur écran, et on en aura l'occasion d'en parler, mais ça change quand même beaucoup de choses sur la façon dont on construit la narration. Donc voilà, chercher un éditeur pour ça, il n'y en avait pas. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres amis autour de moi qui avaient envie de faire de la bande dessinée numérique aussi, ou sur écran. Et entre autres, Oriane Lassus, qui m'a quand même beaucoup poussé dans cette direction, parce qu'elle voulait faire de la bande dessinée numérique aussi. Et donc j'ai commencé à faire ce truc-là. Elle m'a rejoint, on a continué depuis 2019 à travailler beaucoup ensemble. Et puis voilà, et puis ça a trouvé un espace aussi pour s'épanouir au sein des éditions Hécatombe, qui sont des éditions que j'ai montées avec Aude, Antoine Fischer et Bastien Gachet il y a pas mal d'années, et avec lesquels on fait plutôt du papier en fait. À la base, c'est vraiment une maison d'édition plus papier. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus. Ok. Oui, alors ouais, effectivement, c'est un collectif, une maison d'édition qu'on a fondée en 2004. Au début, on essayait de faire quelque chose de plutôt classique. On essayait de publier d'autres auteurs, etc. Et en fait, autour de 2012, ça a commencé plus tôt évidemment, mais autour de 2012, on a vraiment pris une nouvelle décision qui était de faire de l'auto-édition et de faire d'Hécatombe une sorte de plateforme d'expérimentation formelle, contenu aussi, au niveau contenu aussi. Et du coup, de se permettre d'explorer plein de choses. Donc ça donne autant... Donc chaque projet est mené par son auteur-autrice. Si quelqu'un a besoin d'une aide, il peut complètement en demander au sein du collectif. Et en fait, ça nous permet de faire autant des livres, je sais pas, entièrement sérigraphiés, maison, reliés à la main, etc., que des choses imprimées industriellement à 1000 exemplaires et diffusées en librairie. C'est intéressant justement cette notion, je trouve, de collectif, le fait de pouvoir se demander de l'aide, de s'appuyer. Enfin, c'est pas uniquement une relation éditeur-édité, un petit peu comme ça à un sens unique. C'est vraiment le groupe qui participe au groupe, si je comprends bien. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et après, ça dépend du projet de chacun. En fait, c'est vraiment. Comment est-ce que, par exemple, pour Pierre Schilling, comment ça s'est passé sans être directement en fait aux manettes de l'édition? Comment est-ce qu'on est édité chez RVB et chez Hécatombe? Pour moi, mon expérience, c'est tout simplement Yanis qui m'a proposé de faire un test, un essai, de lui envoyer un projet. Je ne lisais vraiment pas beaucoup de BD numériques puisque j'avais suivi en fait cette sorte de parenthèse numérique avec le professeur Cyclope, qui était très inspirante. C'était en 2014 que j'avais beaucoup bouffé en fait de ce qu'ils avaient sorti. Et puis entre-temps, j'avais pas forcément lu, ni même, je me suis pas forcément intéressé à BD numérique. Et donc, quand j'ai testé en fait de faire ce projet, c'était vraiment complètement nouveau pour moi. Je savais pas vraiment où j'allais, je savais pas vraiment si ça allait fonctionner. Il y avait pas, j'avais pas forcément de promesse que j'allais forcément réussir à faire un ouvrage tout en entier. Et puis en fait, c'était hyper intéressant. C'était vraiment quelque chose qui a ouvert en fait mon travail. Il y avait tellement de possibilités nouvelles que tout coup, c'était très inspirant.
Et puis de pouvoir travailler justement avec Yanis. En fait, on a pas mal travaillé en collaboration. Je pouvais envoyer pas mal de choses. J'avais des retours très vite. On a construit en fait pas mal cet ouvrage ensemble, quoi. Ouais, et puis d'ailleurs, le succès a été là, hein, parce que gagner prix Töpffer pour un ouvrage numérique, c'est quand même aussi un petit peu un pari, quoi, parce qu'on est sur des terrains qui n'ont pas tellement été explorés, quoi, jusqu'à présent. Ouais, pardon. Non, c'est vrai, je m'attendais pas du tout à cette réaction. Je m'attendais pas forcément à avoir de la presse. Je m'attendais pas du tout à ce prix. Donc ouais, c'était une surprise. C'est vrai que quand je travaillais dessus, je me suis dit bon super, c'est un essai, on verra qui le lit. Voilà, j'avais vraiment pas de prétention de trouver vraiment un public. Et puis en fait, je suis très heureux de la manière dont ça s'est joué, quoi, puisque effectivement il y a une très bonne réponse du public, et puis ce prix c'était assez fou, c'était assez intéressant puisque c'était en 2020, donc moi j'avais du temps pour le faire vu qu'on était en semi-confinement. Le prix par contre je l'ai reçu à travers l'écran, et puis j'ai pas pu forcément être lié directement à la cérémonie du prix Töpffer, mais d'ailleurs quelques personnes ont oublié cette année du prix Töpffer, donc je vous propose de tout de suite en fait, nous plonger dans le vif du sujet, puis de découvrir justement une de ses œuvres avec Naturellement de Yanis Lamakia, avec une interprétation. Alors voilà, ça va être une nouveauté pour nous, en tout cas pour moi, une interprétation par la comédienne Flavia Papadaniel, qui va nous interpréter donc un petit extrait de cette bande dessinée numérique Naturellement. Bonsoir, bonjour. C'est parce qu'on voit pas le soleil. Alors, Naturellement, c'est bon. J'ai pas de retour en face, c'est pas grave. Moi, ça va. Hein. Est-ce qu'on peut avoir le retour en face? Ouais. Nickel. Ça sera peut-être. C'est en train de venir. Mais pas de... J'y vais. Alors, stylé, non? Vous préférez vraiment partir à pattes plutôt que sur mes 600 chevaux? En plus, il paraît que c'est dangereux dans le coin. Moins dangereux que votre conduite, coach. Clong. Ah. Pute. Mais oh, pas ok, mec. Pu. Le tri. Oh. Klaus est un homme très pieux. Il éprouve un amour mêlé de respect pour la nature. Elle inspire son existence. Mais plus personne n'appelle Klaus par son vrai nom depuis son overdose. Donc, 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 la nature. La nature, nature, il l'aime pour tout ce qu'elle est. Klaus a la passion des cailloux, des fleurs, des humains et des bactéries.
De son passé de biologiste, il garde une fascination pour le processus de l'évolution et aussi une foi profonde dans les écosystèmes. De son corps, il veut faire un réceptacle ouvert à toutes les merveilles de la biosphère. Pute. Un virus informatique? Mais comment un virus informatique a-t-il pu se transmettre à l'homme, professeur Patrick? Oui, alors en fait... C'est plus possible d'écouter la radio sans qu'on doit être fanat de science-fiction. Pas vrai, Alain? Vous m'ôtez les mots de la bouche, Duke. Oups, désolé. Professeur Marc Patrick, vous êtes connu pour vos talents de pédagogue. Comment expliquez-vous le transfert vers l'humain de cet automate autoréplicatif, ce virus informatique? Il va? Mon chéri, tes parents voudraient te parler. Qu'il faut voir ça sous un angle, avec un regard de... Ma dent de requin, mon fidèle talisman, toi et moi, retournons valser dans la sauvagerie des âges farouches. Guide-moi au lointain de la bêtise des hommes. Voilà. Je vous laisse là. Au-delà de cette grille, il vous faudrait une autorisation. C'est quand même pas possible tout ce qu'on n'invente pas quand il s'agit de découper la nature en rondelles. La nature. Découper la nature en rondelles. Quelqu'un essaye de vous couper en rondelles, Duke, ou bien vous pensez peut-être que vous ne faites pas partie de la nature? Vous vous imaginez sans doute que l'homme s'est extrait du règne animal, qu'il occupe une place à part des conifères, des matières en décomposition mélangées à du calcaire, du limon et de l'argile. Tout ça sur une grosse couche de rochers calcaires. Voilà ce qu'on découpe ici. Éclairez-moi, Duke. Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot, la nature? La mer, c'est bien par là? Invraisemblable. T'as vu l'info qui est sortie? Un virus informatique qui se transmet aux humains. Tu fais quoi? J'ai trouvé cette annonce pour une récup de piliers en bâton. Waouh! 60 piliers? Ouais, mais ils sont pas armés. Enfin, c'est des gros parpaings, quoi. Bon, ça peut toujours servir? Donc allez, j'en prends quelques-uns. Flûte. Quoi? Moi, j'espère que ça va pas nous entraîner une révision de la convention de réhabilitation au certificat biotransition, cette histoire de virus. Tu te souviens du code promo?
Hé, Musclard. Dis, tu viendrais nous filer un coup de main pour décharger après? On reçoit la livraison de notre récup. Hein? Merci pour cette première interprétation. Merci. Alors, je me tourne vers vous, Yanis Lamakia, concernant cette œuvre. Naturellement, alors, on l'a vu, c'est une œuvre post-apo ou apocalyptique, même pour être plus précis, puisqu'elle est en train d'arriver, il semblerait. Mais c'est aussi un récit sur la marge, sur ces humains qui ont besoin d'une certaine déconnexion. Et puis, j'ai lu une anecdote qui semblait assez intéressante, en fait, sur comment est-ce que ce récit est né, notamment avec il y a une petite anecdote autour de boîtes aux lettres. Est-ce que vous pourrez nous narrer cette anecdote? Ouais, c'est presque même plus qu'une anecdote, c'est vraiment la base du projet. En fait, j'avais dans un festival qu'on organisait avec Aude, entre autres, Le Monstre, j'avais posé des boîtes aux lettres en proposant aux gens de raconter des histoires qui ne seraient pas forcément des histoires vraies, mais potentiellement aussi des histoires fictives, mais enfin peu importe, juste des histoires qu'ils avaient envie de raconter, et en promettant que j'allais utiliser le plus possible, si ce n'est pas toutes les histoires qui seraient postées, pour faire, en les amalgamant, une sorte de grande histoire générale qui regroupe toutes ces histoires. Évidemment, c'était très très compliqué à faire. Je me suis un peu emballé, je pense, en proposant ça. Et j'ai passé pas mal de temps à découper dans ces histoires. Et donc, en fait, c'est vraiment une histoire qui est un peu un collage de toutes les histoires que j'ai reçues dans ces boîtes aux lettres. Et j'ai gardé aucune histoire telle qu'elle au final. J'ai vraiment découpé des caractéristiques de certains personnages, des types de lieux pour recomposer les nouveaux lieux, mais vraiment par collage d'idées, en fait, si on veut. Mais la BD elle-même, on peut dire aussi que c'est une espèce de collage, parce que ça part aussi des petits collages de personnages, de moments. Ça vient vraiment de là, ou bien vous avez déjà une idée qui était préalable? Non, c'est vraiment l'idée, elle est venue en fait sur la base de toutes ces histoires. Et l'idée, c'était aussi de trouver une forme de narration dans laquelle l'auteur n'aurait pas forcément cette posture de démiurge absolu qui décide de tout et qui fait vivre son monde, mais de réussir dans un monde qui finalement reste un monde très personnel quand même, de réussir à faire rentrer plein d'apports extérieurs. Et ça rejoint à la fois des propositions faites aux gens qui ont coécrit du coup en postant plein d'idées, mais aussi dans la narration, comme on évoquait, mais en gros, c'est vraiment construit sur des fragments aussi. La narration, c'est vraiment des morceaux d'histoire qui sont entremêlés et dans lesquels on navigue, et avec quand même une temporalité plus ou moins, des flashbacks, mais quand même une histoire qui avance toujours, mais voilà, plein de personnages au sein desquels on a le loisir, en tout cas dans la version numérique, de naviguer. C'est justement, alors j'enchaîne avec cette question du numérique, parce qu'on est quand même dans la bande dessinée numérique là, mais il y a quand même une édition papier. Oui. En fait. Est-ce que c'était quelque chose d'obligatoire ou simplement une envie différente? Pas du tout. Non. En fait, à la base, c'était vraiment pas quelque chose qui était prévu de faire cette version papier. Moi, j'ai vraiment pensé, écrit et dessiné pour la version numérique parce que c'est ce qui m'intéressait à ce moment-là. Et puis, en fait, après, à des moments, pour réussir à reconstruire un fil, j'avais fait des PDF et donc j'avais recréé des formes de narration. Et des fois, en faisant ça, en fait, j'avais fait des espèces de montages presque par accident. Il y a des choses qui se passaient qui étaient intéressantes et que je sentais que j'allais pas pouvoir exploiter dans la version numérique, et donc en fait l'idée de faire une version papier, c'était aussi un peu proposer une sorte de montage alternatif, mais du coup c'est plus ou moins la même histoire, mais avec vraiment un montage qui peut pas exister dans la version numérique. On peut dire que c'est deux œuvres différentes quand même. Oui, si on veut. Après, ça reste quand même assez proche, il y a quand même pas mal de liens, c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes faits, il y a des histoires en plus dans la version papier qui ne sont pas dans la version numérique, et à l'inverse, il y a des choses qu'on a vues là qui ne sont pas dans la version papier. Voilà, mais ouais, c'est des œuvres qui sont liées, mais qui sont quand même de création de choses différentes. Parce que ça met en jeu assez bien, je trouve, ces questions du numérique, justement. Est-ce qu'on enchaîne? Oui, on va enchaîner, allez, avec un deuxième extrait, si vous le voulez bien. Cette fois-ci, ça va être autour de Vroom Vroom d'Aude Barrio. Et on retrouve Flavia Papadaniel. De retour.
donc Vroom Vroom de Aude Barrio. Putain, rentre. Voilà. Ok. Allez. Oh. Qu'est-ce que t'aimes pas chez moi? Qu'est-ce que t'aimes chez lui? Qu'est-ce que t'aimes de moi? Parce que je supporte plus la pression. Et si tu sais pas, ben j'ai plus envie et je m'en vais. Et je m'en oh, j'ai besoin de faire pipi, faut que je pisse. Oh là 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 là, faut que je pisse. Allez, 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 allez. La nuit, tous les chats sont gris. Hey, ciao. Oui, allô? Oui. Oui, 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 c'est moi. Oui. Oui. Feuille, caillou, ciseaux. 1, 2. Ouais, ok, d'accord. Ok. Bon, très bien. Oui. Changement de plan, les gars. On va au Diablolo. Pipi, pipi, pipi. Ah! Yes! Bonsoir. Je peux utiliser vos toilettes? Elles sont dehors, fond du parking. Ah. Rebonjour. Ah bah voilà. Hop. Là, comme ça. Voilà. Et hop. Cacahuète, non mais trop facile. Oui, après il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais il y a une trace d'effraction. Bah non, rien. Mais vous dormiez à l'intérieur? Bah oui. Oui. Non mais attendez,
vous dites qu'ils ont pris la moitié de votre marchandise. Oui, bah pourquoi pas tout? J'aimerais bien savoir, monsieur, vous m'aidez pas. Mais puisque... Non, mais votre histoire est vraiment difficile à croire. Vous comprenez? Oui, non, mais écoutez, ce genre de vol a déjà eu lieu plusieurs fois et vous faites... Monsieur, calmez-vous. José, calmate, pas... Non, est-ce que c'est quoi tout d'un coup? Non, mais écoutez, monsieur, si vous m'insultez, ça va vous coûter cher. Écoutez, je vous insulte pas, carayou. Monsieur. Non, mais c'est pas une insulte, c'est un juron. Un café, s'il vous plaît. Non, mais c'est un juron comme zut. Ok, ça marche. Ok, très bien, monsieur. Je prends note que vous m'avez traité de carayou. Non, mais ça arrive de plus en plus souvent, ce genre de vol. Pas d'effraction, hyper discret. Oh, puis ça ne concerne pas que cette région, hein. Je sais pas où vous allez, mais si j'étais vous, j'ouvrirais l'œil. Du sucre? Non, merci. Ah, bon, bah, je vous reprends la petite cuillère. Ça fera seulement à laver. Faut sauver la planète, hein. Oh putain. Ouf, aïe. Attention. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ok, on va dormir. Il faut dormir. Au dodo. Mais le grand, il va lui passer. Chut! Quoi? Chut! Mais non, mais il y a quelqu'un dedans. Hein? Il y a quelqu'un dedans. Mais... Hey! Bon, on rentre? Bah, de toute façon, on s'y est pris comme des branques. Eh oh, ça va, hein. Merci beaucoup. Alors, Aude Barriot, c'est à vous maintenant. Moi, il y a deux choses en fait qui m'ont frappé, qui m'ont vraiment particulièrement intéressé dans cette œuvre. Premièrement, c'est ce que permettait la bande dessinée numérique, c'est ce défilement horizontal qui permet de faire, un défilement qui serait pas possible, ou en tout cas pas sous cette forme-là sur papier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous justement a fait partie de votre démarche dès le début, ou ça s'est plutôt imposé par l'outil? C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, le rythme qui se passe quand on tourne une page, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, d'une case à l'autre, etc. C'est un travail que j'aime bien faire. Et tout d'un coup, j'avais plus du tout ça. J'avais plus cette base un peu simple et visible où j'ai l'habitude de mettre toutes mes pages au sol et de voir en fait ce que ça donne. Et là, je pouvais pas du tout faire ça, parce que j'arrivais pas à ni imaginer le rythme, ni imaginer la spatialisation des images dans l'écran. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en travaillant et en discutant aussi avec Yanis, qu'on est arrivé à la conclusion que, étant donné que c'était un road trip, le plus simple, c'était de réaliser une longue narration horizontale pour justement toujours rester dans ce rythme où en fait, elle va d'un point A à un point B. Et voilà, on est dans un voyage. Et le seul moment où on sort un peu de ce long scroll, c'est dans les rêves. Ce moment où elle est sur la glace comme ça, où on clique. Voilà. Et c'est
c'était un choix à la fois hyper simple et assez efficace pour cette histoire, on a trouvé. Oui, et qui correspond justement à l'outil. Et moi, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant, c'est que vous êtes approprié ce que permettait l'outil numérique. Je pense que ça a été justement une discussion ensemble, peut-être, de ce que pouvait ou pas cet outil, parce qu'il faut aussi pouvoir le réaliser après. Ouais, juste de l'imaginer. En fait, justement, ce que permet l'outil numérique en narration, il est incroyable, il est infini même. Je veux dire, faire des petites historiettes où on peut cliquer sur des éléments. Au tout début, j'avais imaginé quelque chose de beaucoup plus complexe, où on allait pouvoir cliquer sur plein de choses et puis suivre la vie de plein d'autres personnages et de plein d'éléments sur sa route, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non seulement c'était beaucoup de travail et que j'étais déjà très en retard et que c'était pas très possible, mais aussi tout simplement qu'en fait c'était pas le but de mon histoire, qu'en fait j'étais en train de me perdre que ça allait pas, ça allait amener un peu des fioritures pour rien, entre guillemets. Et du coup, ouais, c'est pour revenir. Une réduction à l'essentiel, justement dans ce défilement. Moi, je trouve que c'est hyper fonctionnel du début à la fin. On comprend pourquoi c'est là. Enfin, il y a un autre aspect, moi, que j'ai trouvé extrêmement intéressant et que permet le numérique et que montre, à mon avis, votre œuvre ici, c'est l'utilisation du vide. L'utilisation du blanc, l'utilisation d'un espace qui n'est pas empli de noir et de dessin. Parce que, je l'ai signalé un petit peu avant dans notre discussion préalable, mais en fait, ça coûte de l'argent d'éditer du vide, c'est-à-dire d'imprimer des pages où il y a juste 2 traits, c'est à peu près le même prix qu'une page qui est bourrée de texte ou bourrée d'images. Là aussi, ça a été un travail que vous avez effectué sur cette œuvre-là, sur l'utilisation de ce vide. Ce qu'on appelle l'espace intericonique en bande dessinée, c'est cette petite gouttière qu'on a dans chaque case et puis qui est là pour qu'on s'imagine l'action. Sauf que là, vous aviez techniquement des pages entières, des écrans entiers de blanc. Comment est-ce que vous avez travaillé ça ? Disons que, alors après, dans l'utilisation du vide dans le dessin, c'est quelque chose que je faisais déjà à la base. J'ai l'habitude de pas forcément terminer mes dessins, d'avoir des zones un peu qui ont l'air peut-être inachevées. Ensuite, pour ce qui est du vide spatial entre les cases ou narratif, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a construit à la fin avec Yanis à l'écran, en recréant un rythme, en se disant en fait là il y a besoin d'une respiration, etc. Et c'est effectivement une possibilité de construction de rythme qui est très différente à envisager avec le papier. Ensuite, avec l'approche un peu expérimentale, entre guillemets, qu'on a de la bande dessinée avec le collectif Hécatombe, c'est quelque chose que, pour le coup, on peut se permettre. Du coup, c'est un espace que, quelque part, on a déjà exploré, ou que, en tout cas, j'avais déjà exploré sur le livre, sur le papier. Et là, c'était l'occasion d'essayer de voir comment, en fait... Mais c'est poussé, là. Là, c'est un peu plus poussé, justement, que ce qu'on... Je pense que c'est une des bandes dessinées les plus classiques que j'ai faites. Intéressant. Pardon d'avoir rigolé. Non, mais dans l'utilisation justement du vide, là, l'utilisation du vide, si on ramenait ça à des pages, il y aurait plusieurs pages qui seraient totalement blanches, même des doubles pages peut-être même qui seraient totalement blanches. Je pense que ce serait pas possible parce qu'avoir des espaces trop blancs sur un papier, c'est hyper déroutant en fait. Il y a vraiment une question de rythme qui est super importante. Et vu qu'on est sur un espace horizontal, on se doit de construire les images et la suite d'images pour que en fait, le lecteur ou la lectrice puisse vraiment sentir les temporalités de l'histoire, tout simplement. Pour moi, c'est le même travail, en vrai. Enfin, c'est la même manière d'envisager une narration et un rythme. C'est juste que comme le support est différent, il demande des rythmes ou des besoins différents. C'est ça un travail artistique, c'est s'approprier les outils. Tout ne permet pas tout. Est-ce qu'on enchaîne avec la troisième lecture ? Merci. Et donc cette fois-ci, ça va être Sur la Rhôde de Pierre Schilling. Brenda, nos chemins se séparent aujourd'hui. Je te quitte, Brenda. What ? Mais pourquoi tu m'appelles Brenda ? Moi, c'est Jenny. Ne fais pas de scandale, s'il te plaît, Bren. Mais enfin, quoi ? As-tu seulement pensé aux chiens ? Non, j'ai besoin de ma liberté, Bray, comprends-moi.
Le seul truc, c'est que... Oui. T'aurais pas vu ma deuxième boot? Salaud! Bon. C'est bien joli de tout plaquer pour prendre la route, mais pour aller où, bon Dieu de diable? C'est fou comme ce genre de détail m'effleure juste pas du tout, du tout. C'est comme par exemple, bon bah oui voilà, est-ce que j'ai pris 0 slip de rechange? Bravo, champion du monde. Clap, clap, clap. Hein. Une belle journée qui s'annonce. 12 jours sans client. Le dream à l'état pur, la tranquille attitude dans tous ses états, l'intense chill dans toute sa splendeur. Comment pourrais-je être plus heureux? Ah, c'est l'heure. Bon, je sais pas. Vous avez pas quelque chose à raconter? Genre, vous pensez à quoi en ce moment? Bon. Donc toi, tu penses à un chat trop chou. Toi, tu penses à mon frère Romualdo. Et toi, à un mec qui va se faire décapiter par un autre mec de l'État islamique. Ouais, c'est ça. Avec une machette rouillée. Purée, mais les meufs, c'est quoi juste comme ça? C'est pas comme ça qu'on va trouver un sujet de discussion? Mince. Bon, sinon, vous avez écouté le dernier album de... quoi? Ah, non, c'est cool. C'est juste, je suis contente que quelqu'un trouve un sujet de discute. Alors, le dernier album de qui? Bon, alors, c'est le dernier album de celui qui... J'ai même plus la radio depuis que Pascal il est parti. Je voulais juste faire semblant d'avoir un truc à dire. Ok, bon. Oh là là, fou. Quel salaud, ce Pascal. J'ai pas envie d'en parler. Oh, putain. Bon. C'est pas tout, mais moi, il me faut mon double bounty fraise. On s'arrête. Et pendant ce temps, chacune est priée d'acheter un magazine, un truc où on peut trouver des sujets de discussion, n'importe quoi. Ok? Je continue pas le voyage comme ça, moi. Ok? 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 Okidoki. Ouais! C'est trop cool de partir en vacances, mais trop! Par contre, cette chanson commence un petit peu à me courir sur le haricot. She's just 16 years old. Non, c'est la 30e fois qu'elle passe. Leave her alone. De say, bah ouais, bah bon, le single est bloqué et puis j'arrive pas à appuyer sur le bouton stop. Oh zut! Non, c'était déjà pas facile d'ouvrir les portières avec cette mini poignée. Heureusement que la fenêtre était ouverte. Et puis alors, je dis pas pour changer les lunettes. On aurait juste mieux fait d'y aller en calèche. Ah bah voilà, comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. She's just 16 years old. Ah, il y a la station, on va faire le plein. Ding ding. De quoi? De l'avoine. Vous cherchez de l'avoine? Ouais, c'est ça. Et du Fanta aussi. Et ça, c'est quoi? Il vous faudrait un panneau plus grand ou bien... Et mes mangeoires, elles sont peut-être pas à votre goût, mes seigneurs. Sorry.
Alors les enfants, vous êtes heureux d'aller voir mamie? Il n'y a pas d'enfant derrière. Ouais, t'as remarqué? Bon, puis toi, tu descends à Marseille pour quoi faire? En fait, je vais étudier la socio... Quoi? Bon, c'est pas tout ça, mais moi, je crève la pire dalle, hein. C'est pas pour dire, hein? Ouais, ça creuse de conduire, hein, je te jure. Ouais, mais en fait, ça fait 3 minutes qu'on est parti. Oui, purée, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est encore... Ah! Bon, allez, fais pas la gueule, merde. C'était une blague, quoi. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Je comprends pas comment on peut devenir quelqu'un comme vous. Quand j'étais petit, mon père rentrait souvent très tôt du travail. Il était de bonne humeur. Il donnait un bisou à ma mère. Il venait m'embrasser sur la joue. Et puis le soir, dans mon lit, je me couchais avec toutes mes peluches. Je faisais de très beaux rêves. C'est tout? Ouais, gros. Salut le pépette! Alors, on se la roule? Bon! J'ai la pire dalle, on s'arrête! Va! Oh, waouh! Le motard, hein? Comme il est classe. Bon, de toute façon, c'est pas grave, vu que t'as pas pris un seul habit avec toi. Trop frais, le gars! Et ta brosse à dents, hein, gros dégueulasse? Il n'y avait pas la place dans ton coffre pour une brosse à dents? Motard, puis ton coupe-ongle, hein, salaud. Oui, madame? Alors, on se promène? Ouais, en effet. Tu voudrais pas venir faire un tour avec nous dans notre 4x4? Pourquoi pas, dans l'absolu. Mais comme j'ai une moto, je me dis que ça va en fait. Bon, alors, après, je retourne volontiers la question, parce que j'imagine que ça pourrait vous plaire de monter sur une pire moto. Ah ouais? Ah bah ouais, trop super. Alors, il est où ce bolide? Il est juste... C'est la meilleure, et pourtant j'en ai vu des belles, hein. J'en reste quoi? Oh, quelle déception! J'étais pire excitée d'un coup. Oh, regardez le voleur, il est là, ici. Oh, le brigand. Mais pourquoi ne passe-t-il pas la 3e, bon sang? Les filles, on a besoin de notre aide. Vite, let's go. Vous avez du Fanta? Je dirais pas la suite. Pardon, je t'ai pas vu. Magnifique, merci beaucoup. Alors maintenant, à nous, Pierre Schilling. Je crois qu'on a eu un avant-goût assez éclairant, je trouve, sur cette œuvre. Et il me semble que ça résume pas mal l'ambiance qu'on va retrouver dans ce récit déjanté. Alors, plutôt que de faire une liste des références auxquelles j'ai pensé en lisant ça, est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez des œuvres dans la tête lorsque vous avez réalisé ça? Moi, il y avait un petit côté aussi, j'ai signalé ça dans la conversation précédente, mais il y avait un petit côté aussi pour moi, Las Vegas Parano, dans cette œuvre, avec des personnages mais complètement déglingos et des conversations qui frisent parfois l'absurde et la poésie. Ouais, des références directes pour Sur la route, j'en avais pas forcément pendant que je créais le projet, mais c'est vrai qu'en fait je suis assez fan de road movies, je suis assez fan de road trips en général. En fait, j'aime beaucoup conduire. Alors ça explique cela. Dommage que ça pollue, mais c'est en fait j'aime beaucoup ces ambiances de route, de station-service. Je trouve ça glauque, je trouve ça marrant en même temps. Et puis ouais, dans mes BD, du coup, j'avais fait plusieurs BD pour des fanzines, puis tout se passait sur la route. Et je trouve que voilà, quand il y a des personnages enfermés dans une bagnole, il y a plein de blagues à faire. Et puis comme ils sont obligés d'être ensemble, ils sont obligés d'avancer ensemble. Il y a quelque chose que je trouve intéressant. Et puis
Voilà, des références, par exemple en film, effectivement, il y a des Las Vegas Parano, je vois très bien effectivement le rapprochement, le truc complètement délirant, même si c'est vraiment pas mon film préféré. Mais je pensais à Mad Max, par exemple. J'adore Mad Max, ou Natural Born Killer, ou des Thelma et Louise, qui sont des films vraiment... La scène de la falaise, par exemple. Ouais. Mais ça n'a aucun rapport, en fait, avec ce que je fais. C'est juste que ça traîne dans un coin de ma tête. Et puis... donc ouais, en fait, moi, ce récit, il était plutôt composé de plein de petits bouts de scènes, d'actions, de trucs que j'avais imaginés, que j'avais notés sur une feuille de papier. Et puis, je savais pas trop comment les utiliser. Puis à un moment, j'ai tout réuni et puis j'ai essayé de trouver un lien avec toutes ces scènes et essayer de mettre ça bout à bout. Donc il y avait vraiment beaucoup d'idées. Je crois que je les ai presque toutes mises, mais on en a quand même enlevé avec Yanis, puisqu'il y a certaines idées qui allaient trop loin, qui étaient... Mais je pense que j'ai pu mettre à peu près toutes les blagues que je voulais, donc ça, c'était mon but, quoi. Mais on sent, hein, mis à part ça, un récit qui est hyper riche dans vraiment tous les... Enfin, vraiment, un récit très généreux et aussi, je trouve, très intéressant et très riche en termes justement de BD numérique, parce qu'on a dedans du défilement horizontal, vertical, on a du continu, du discontinu, on a du cliquable. Est-ce que vous avez mené vous-même une réflexion autour de ce que permettait la bande dessinée numérique au travers de cette bande dessinée, ou à nouveau c'était plutôt la technique qui était là puis on l'a simplement utilisée en regardant ce que ça donne? Ouais, en fait, c'est vrai que c'est en commençant à y réfléchir, quand je commençais à réfléchir au projet numérique, en fait, il y avait des contraintes quand même, puisque c'est... Directement en commençant, je me suis dit, ah super, je pourrais peut-être mettre des animations, plein de trucs. Et puis il y avait quand même ces contraintes de base, je trouvais hyper intéressant de se dire, en fait, on reste sur quelque chose de... ça va être de la bande dessinée. Ça ne doit pas partir dans le dessin animé, ça doit pas... on peut tout à coup passer la frontière entre les deux et ça peut être gênant, c'est pas forcément idéal. Dans Professeur Cyclope, justement, des fois ça jouait pas forcément avec trop d'animation, trop de petits détails en fait qui... Et ça c'est quelque chose que vous partagez les trois, cette réticence à trop animer la planche, ou bien vous avez des opinions différentes là-dessus? C'est surtout une demande de collection RVB à la base. C'est en tant qu'éditeur, ils nous demandent de pas tomber ni dans le jeu vidéo, ni dans l'animation, ni dans autre chose que de la bande dessinée. On peut avoir des choses qui bougent, comme vous avez vu, je sais pas, les petits bonhommes, mais pas aller trop loin, quoi. C'est de la BD, point. Ouais, ça c'est vraiment un truc qu'on a... dont moi j'ai beaucoup parlé avec Oriane quand j'ai commencé à faire ça, et puis quand on a vraiment commencé à travailler, parce que maintenant on est les deux éditeurs qui suivent aussi les auteurs et les autrices avec lesquels on fait des projets, et là vraiment on s'est dit, c'est pas que... Enfin, moi j'aime beaucoup le jeu vidéo, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais là vraiment pour la collection RVB on avait envie de développer une force, un type de bande dessinée qui soit vraiment à lire sur écran, mais qui soit vraiment de la bande dessinée, et vraiment de quelque part notre guide, alors c'est très subjectif, mais notre guide subjectif donc c'est de se dire qu'on veut rester dans le sentiment de la lecture, et donc ça c'est un truc que moi je redis souvent aux auteurs et aux autrices avec lesquels on a des projets, c'est que vraiment moi, ce que je trouve intéressant, c'est de rester dans la sensation de lecture et d'aller chercher ça. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de problème dans l'absolu avec l'idée de faire des choses qui soient animées, avec l'idée de ramener des différentes technologies et tout. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on regarde ça par le prisme de qu'est-ce qui est utile, de quoi j'ai besoin pour raconter mon histoire, qu'est-ce qui crée la sensation de la lecture, comment on fait un assemblage de dessins et de textes, parce que finalement la bande dessinée, peu importe sur quel support, c'est toujours ça, on assemble du texte et du dessin, on essaye de faire naître une histoire dans l'imaginaire du lecteur, et quelque part quand on est dans cette démarche-là, de faire naître quelque chose dans l'imaginaire du lecteur, qui est vraiment le propre de la lecture à mes yeux, et ben en fait on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup de gadgets technologiques. Et par contre, là... C'est intéressant ce mot. Ouais. Vous pensez que c'est des gadgets technologiques?
C'est pas nécessairement des gadgets technologiques, mais en fait, là où ça devient un gadget, c'est quand on se rend compte qu'en fait, on pourrait s'en passer, ou voire même qu'on se rend compte qu'en fait, l'auteur a été plus intéressé par utiliser du parallaxe ou des machins, des trucs, que nous raconter une histoire. Et là, à ce moment-là, ça devient un problème pour l'histoire. C'est-à-dire que la technologie, en fait, elle nous sort de l'histoire parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'était, le propos, c'était pas de nous dire quelque chose, nous raconter quelque chose, mais c'était d'utiliser ce nouveau truc un peu fun qu'on sait faire maintenant avec des téléphones et qui va être complètement ringard dans 2 ans, quoi. Et c'est vrai que pour nous, c'était aussi un peu un truc dans lequel vraiment on n'a pas envie de tomber, quoi. Et donc voilà. Ouais. Pierre Schilling, ça c'est quelque chose qui vous parle, justement, ce type de réflexion, de ne pas vouloir tomber dans le technologisme ou justement le gadget, c'est un bon terme, je pense. Oui, effectivement. Moi, j'étais assez content qu'il y ait ces contraintes aussi, puisqu'il y a tellement de possibilités justement dans tout ce qu'on peut raconter en bande dessinée numérique, que si on resserre un petit peu, si on n'utilise que quelques, je sais pas comment dire, moyens narratifs en fait. Moi, j'ai beaucoup utilisé le scroll, qu'il soit horizontal ou vertical. Ça m'a beaucoup aidé en fait, justement je suis pas cantonné à ça, mais je voulais vraiment développer ça à fond, puisque je me suis rendu compte que ça explosait complètement le format en fait régulier, par exemple, qu'il y aurait pour un livre, une double page qui serait régulière. Là, tout à coup, en fait, je pouvais vraiment allonger les scènes. Je pouvais en fait trouver le rythme pour n'importe quelle scène. En fait, le rythme qui soit vraiment le bon pour n'importe quel moment de l'histoire, quoi. Et ça m'a permis, en fait, si je reprends mes croquis ou mes storyboards, des fois c'est des fichiers Photoshop qui sont beaucoup trop lourds parce qu'ils sont beaucoup trop longs. Et puis, où je me perdais un peu, des fois c'était absolument trop long. Et donc, je pouvais les couper et puis passer à un autre mode de lecture, avoir juste une illustration, recommencer. Enfin voilà, on pouvait trouver un rythme que je trouvais, qui était passionnant à mon sens. Pour raconter ce que j'avais besoin de raconter, quoi. Ouais. Et puis, c'est effectivement, je pense, des gadgets dans le sens où, moi, par exemple, je fais aussi des sites web, je réalise des sites web et je me rends compte effectivement que il faut aller au plus simple pour que la lecture soit la plus agréable. Et puis c'est finalement la narration, c'est le dessin qui doit amener ça. Effectivement, c'est pas. J'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on sente la technologie derrière, quoi, que ça soit fluide. Ouais, ça c'est aussi un bon point. Effectivement, rester fluide. Oui, Yanis. Oui, non, en fait, moi, je trouvais. Pierre, il est aussi arrivé un peu avec son projet à un moment où on avait quand même fait un peu des explorations. Il y avait plein de gens qui avaient commencé à poser des choses et je trouvais que c'était hyper intéressant ce moment où il arrivait avec plein d'idées. Il a vraiment regroupé plein de types de lectures et vraiment en utilisant des choses très simples mais qui, au niveau de la sensation, donne vraiment quelque chose qui me semblait assez nouveau ou en tout cas qui pas forcément nouveau, mais qui rassemblait vraiment beaucoup de choses qu'on avait pu voir et qui en faisait quelque chose d'assez abouti, quoi, dans l'exploration de ces écritures pour l'écran, quoi. C'est vrai que c'est une œuvre effectivement qui est très synthétique, hein, parce qu'on a vraiment plein, c'est pas des gadgets, mais plein d'outils, comme par exemple l'aspect cliquable qui pourrait être typique d'un jeu vidéo, par exemple, qui peut servir à rien. Là, pas. En fait, on se rend compte qu'il y a un véritable intérêt dans la narration. On parlait du défilement avant, qui était très horizontal pour Vroom Vroom. Mais là aussi, on peut jouer avec la verticalité. Donc, ce que je trouve très stimulant, en fait, dans vos productions respectives, c'est que vous utilisez vraiment ces outils sans vous laisser dépasser par le côté bling-bling. Enfin, c'est pas Photoshop au début où il y avait des dégradés partout, quoi. Il y a une vraie utilisation. Vous avez sûrement vu ça, des bandes dessinées avec des dégradés affreux sur Photoshop. Il y en a dans ma BD, hein, mais oui. Il y en a encore maintenant, ouais, c'est vrai. Tes dégradés sont super. C'est beau. Je vais reprendre encore. Il nous reste juste, si on se garde un tout petit peu de temps pour les questions du public, il nous reste à peu près 5 minutes pour faire. J'avais plein de questions qu'on va malheureusement pas pouvoir suivre. Moi, je signale déjà une chose, c'est que Yanis Lamakia a fait paraître un article que je trouvais extrêmement intéressant dans la revue BDphil en 2018 qui signalait un peu des points d'achoppement, des points de réflexion autour de la bande dessinée numérique. Donc je vous recommande cet article dans la revue BDphil de 2018. On trouve encore complètement ça dans les bibliothèques ou en librairie. Moi, il y a un point que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il semble simple, mais en fait, il l'est à mon avis pas. C'était la pagination. C'est-à-dire que dans une bande dessinée numérique, a priori, vous n'avez plus de pagination, en tout cas, vous n'en avez pas besoin. Vous n'êtes plus dans un ouvrage physique où le simple fait de l'avoir dans la main, vous savez où est-ce que vous en êtes dans le récit, s'il reste 10 pages, s'il en reste 200. Et vous avez tenu
à garder une forme de pagination. Alors même que quelquefois c'est quand même un peu compliqué parce que si on peut cliquer sur les personnages, on ne sait pas forcément où est-ce qu'on est dans cette pagination. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur cette idée de la pagination, Mario, Yanis et même Pierre? Est-ce que ça a été une contrainte ou pas, ou un intérêt ou pas? Qui veut se lancer? Oud? La pagination dans le sens des nombres d'écrans et la ligne qui défile en haut. Oui. Bon, ça, c'est une décision de collection RVB. Oui, c'est avec Oriane, justement, ma co-éditrice, on s'est dit que c'était vraiment important de pouvoir se repérer. Et c'est vrai qu'avec cette collection, il y avait aussi l'idée de créer un peu un système de lecture qui puisse être, qui puisse créer des habitudes, qui puisse aussi s'appliquer à plein de types de narration. Et ça, c'était une des choses qui nous semblait importante, vraiment de savoir où on en est dans l'histoire, de savoir, parce qu'il y a des ouvrages très courts, il y a des choses qui font une trentaine d'écrans, on essaie de compter un peu comme ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire vraiment, parce que évidemment, en fonction de l'auteur, de l'autrice, ça peut changer beaucoup, mais on en a aussi, celui d'Alex Chauvel fait plus de 1050 écrans, donc c'est 3 heures et demie de lecture, donc c'est quand même quelque chose d'assez long. Et c'est vrai que si c'est pas marqué, s'il n'y a rien qui nous indique où on en est, on ne sait pas si on a encore 4 heures devant nous ou si en fait il reste encore 3 clics et c'est fini. Et pour nous c'était important, c'est dit bon, c'est un peu ce genre de petites choses auxquelles on a réfléchi en mettant en place la plateforme, et puis avec vraiment l'envie de se dire bon, en fait on va créer un endroit où on se donne le temps de lire sur un écran avec une chouette qualité de lecture. On n'est pas dans cette logique de zapping où par exemple sur les réseaux sociaux, il y a un strip de 4 cases et puis c'est ça, et puis entre deux publicités, et puis avec vraiment ce truc où on est vraiment dans ce commerce de l'attention, où finalement et là l'idée c'était de s'extraire un peu de ça et puis d'essayer de créer une plateforme où finalement on crée des conditions pour qu'on puisse se dire ce soir plutôt que de regarder un film, je vais lire une bande dessinée, et puis on y met la même intention, c'est-à-dire que ça s'ouvre en plein écran, et puis voilà, on essaie de créer vraiment des œuvres un peu plus longues dans lesquelles on espère que les gens se plongent. Dans les faits, en tout cas, il y a des gens qui le font. Je vous confirme, moi j'ai lu ça à chaque fois d'une traite, et puis c'était chaque fois une vraie exploration d'un univers particulier. Vous signalez quelque chose d'intéressant, puis je pense que ça c'est un point aussi qui mériterait en fait d'être plus étudié, plus développé, c'est le format de la planche, parce qu'on sait dans l'histoire de la bande dessinée, le format a déterminé un grand nombre d'aspects de la bande dessinée. Enfin, quand c'était format de newspaper pour le Little Nemo, qui était immense, c'était pas le même type de création que lorsque c'est un format à l'italienne, plutôt en longueur, comme format de strip, format de manga. Aujourd'hui, on parle des webtoons qui sont que case par case lisibles sur un smartphone. Et puis, je voulais savoir quel était votre regard en fait sur cette question du format, parce que finalement, vous produisez des bandes dessinées au format numérique, mais qui pourront être lues sur un écran d'ordinateur, sur une télévision, un grand écran comme ça, un smartphone. Est-ce que c'est quelque chose que vous réfléchissez dans votre création ou pas du tout en fait, et ça va être simplement contraint après par cet écran? Qui veut se lancer? Pierre Schilling, Aude Barriot? Oui, moi je veux bien. C'est parce que c'est effectivement quelque chose qui m'intéresse, vu que aussi je travaille dans le web, c'est le côté responsive. Justement pour la collection RVB, ça je pense que c'est une contrainte et je la trouve intéressante. J'avais voulu faire un projet qui soit justement responsive, donc qui puisse s'adapter aussi, que vraiment le cadrage en fait de chaque planche s'adapte si on passe sur smartphone par exemple. Ce qui n'est pas forcément possible, mais justement, sur le moment, même si j'étais un peu frustré, j'ai compris en fait que le but, c'est justement ces conditions de lecture qui doivent être contrôlées. Et puis on contrôle justement comment ça va être présenté. C'est surtout bien lisible sur un ordinateur ou sur une tablette. Smartphone, peut-être un peu moins, on y pense. En tout cas, pour la mienne, pour Sur la route, c'est pas forcément idéal. Mais justement, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est obligé de prendre un moment. Comme disait Yanis, c'est vraiment d'avoir un grand écran et puis de pouvoir aller dans les détails. C'est pas justement du webtoon qui se lit extrêmement vite. Moi, j'aime bien. Je trouve ça hyper intéressant et fantastique. Mais c'est pas le même genre. C'est pas du tout le même genre d'ouvrage et puis d'œuvre.
Aude Barriot, peut-être, sur cette question des formats. Est-ce que ça a été une réflexion, ça, pour Vroom Vroom, ou pas du tout? Parce que Vroom Vroom, j'ai l'impression qu'il fonctionne un peu mieux, par exemple, sur smartphone, que... Il me semblait, hein. J'ai eu des retours qui me disaient que la Vroom Vroom avait été lu sur tablette et que c'était super sur tablette. Alors sur tablette, je vous confirme, Voilà. c'est très très bien. Je vous le recommande. Regardez, lisez ça sur tablette. Moi, ce que je trouvais troublant, c'était d'imaginer que le dessin allait potentiellement être vu plus grand que ce qu'on a dessiné. Alors que normalement, on essaye, quand c'est imprimé, de faire plutôt le contraire, de dessiner trop grand pour l'imprimer un peu plus petit, pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. Mais du coup, en fait, on reste. Après, ça a été assez vite résolu par le fait qu'il fallait que je puisse travailler simplement avec des feuilles dans des formats simples et pouvoir les scanner après. Parce qu'en fait, j'ai tout dessiné au crayon. Je voulais travailler sur ordi directement au début, puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué de vouloir avoir un format que j'avais jamais fait de ma vie et une technique que j'avais jamais utilisée de ma vie. Et du coup, en fait, c'était juste une question de proportion. On fait un dessin dans la proportion d'un écran, et puis après, go. Et puis ensuite, c'est... Quel écran? Parce qu'un écran de télévision, on ne se regarde pas comme un écran de smartphone. Là, c'était vraiment plutôt un écran format télévision horizontale. Ouais, moi j'essaye toujours de regarder un petit peu les formats, mais c'est vrai que le 16/9, c'est un peu le... Souvent, moi, je conseille d'utiliser du 16/9. Ouais. Mais après, la question du responsive et des trucs adaptables à tous les écrans, j'ai fait un petit peu de web design aussi, et j'ai l'impression que ça va mieux maintenant, mais au tout début, c'était à s'arracher les cheveux. En fait, c'est hyper compliqué de s'adapter à tous les formats, c'est quasiment impossible d'ailleurs. Après, voilà, heureusement, l'équipe de développeurs derrière Collection RVB sont super, et du coup, ça marche, et voilà. Mais ouais. On arrive gentiment, malheureusement, déjà à la fin. On ne peut vraiment pas du tout dépasser, mais il nous reste encore 7 minutes 30 pour prendre des questions peut-être dans le public. Donc si vous avez... Moi j'ai encore plein de questions, hein. C'est bourré encore de notes là. Mais si vous avez une question... Oui, quelqu'un levait la main là, il me semble, un petit peu plus haut. Qui c'est qui passe un micro? C'est moi qui passe le micro, oui? Ou pas? Non? Mais il n'y avait personne? Sinon j'enchaîne, hein. Oui, madame. Ouais, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre travail et j'avais une question. De ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé aussi les textes. Il y avait un rapport un peu comme si vous vous amusiez des temps actuels en utilisant beaucoup d'argot un peu, où c'est drôle. Il y a une espèce de poésie un peu drôle. Et je me demandais, quand vous créez votre bande dessinée, est-ce que vous partiez d'abord de l'image? Enfin, comment vous agencez en fait entre le texte et l'image? Qu'est-ce qui vient en premier? Moi, c'est pas une histoire de... Enfin, il n'y a pas le dessin... C'est ni le dessin ni le texte qui viennent Enfin, ils viennent ensemble. Voilà. Moi, je pense effectivement toujours en termes de storyboard. Par contre, c'est vrai que c'est ce langage... parler, oral, j'essaie vraiment de trouver le bon rythme effectivement pour la bande dessinée, et puis de trouver beaucoup d'argot, échanger même l'orthographe des mots. Effectivement, c'est un truc qui me passionne beaucoup. Ouais. Mais ça vient toujours en image et texte en même temps. Ouais, pareil. Puis il y a une question de rythme, de rythme que le texte crée. Et du coup, effectivement, le dessin et le texte, j'ai l'impression, vont évoluer ensemble selon le dessin, selon le rythme de l'image, et voilà. Et par rapport à l'argot, je trouve que c'est effectivement important de rester dans... En fait, on parle un peu de nous, on parle de ce qu'on connaît, on parle de... Enfin, ouais. Du coup, oui, je pense que ça doit rester dans une contemporanéité qui nous parle quand on écrit. Enfin, si on fait pas quelque chose auquel on croit, c'est un peu difficile de... Enfin, moi, en tout cas, j'arrive pas à faire quelque chose dans lequel je m'immerge pas. Donc, voilà. Ouais, c'est aussi nous qui parlons, en fait, simplement. Du coup, c'est aussi juste nos façons de parler qui arrivent sur la feuille, sans que ce soit forcément ultra maîtrisé non plus, même si, évidemment, c'est clair que dans ce que tu fais, on voit bien que tu as conscience de ce que tu fais, puis que tu joues avec et tout.
Ouais, bah on doit toujours adapter en fait. C'est vrai que si j'écrivais comme je parlais, ça serait un petit peu, ça serait un peu difficile des fois de le lire. Donc en fait c'est ouais, je pense qu'il faut j'essaie de chercher un peu l'efficacité de chaque bulle, quoi. Mais je trouve justement que chez Aude, il y a ce côté-là justement de la parole. Moi, j'avais été aussi pas mal inspiré par ces bulles, justement aussi comme les bulles s'entrecroisent, se mélangent et tout ça. Ça c'est quelque chose qui m'avait bien marqué, puis que j'essaie d'utiliser aussi dans mon travail. Et puis ça permet aussi, voilà, de donner quelques petites intonations, quelques mots, presque des fois des trucs un peu qui n'ont pas forcément d'importance, mais en fait ça vient un peu ponctuer des dialogues. Il reste encore juste vraiment on arrive à tout au bout. Alors moi qui ai une question très rapide. Oui, alors une question rapide et puis une réponse rapide. Ça va être difficile ça. Bonjour, merci. Je voulais déjà, avant d'oublier, commencer par remercier l'interprète. Je trouvais que c'était incroyable le travail qu'elle a mené, que ça rendait vraiment honneur aux médias, pour le coup, à comment on pouvait expérimenter la BD numérique. Donc voilà, merci. Et je voulais juste revenir un peu, peut-être, si vous pouviez, sur le dernier point que vous avez abordé par rapport justement aux personnes qui écrivent le code de ces BD numériques. Je trouve que ça apporte aussi, c'est quelque chose qui apporte du nouveau dans les maisons d'édition, j'imagine, et dans la relation entre les auteurs de BD et les maisons d'édition. Et si vous pouviez peut-être développer un peu des éléments sur cette relation, sur comment on explique aux développeurs... en une minute, c'est possible de développer ça ? Ouais, complètement. Désolée. Bon, en fait, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui éditent de la bande dessinée numérique aujourd'hui. Du coup, je peux essentiellement répondre sur mon expérience, mais bah oui, ça change beaucoup. En fait, habituellement, nous, on avait l'habitude de travailler avec des imprimeurs, et donc c'est un métier. Et puis là, moi, j'ai pris l'habitude maintenant de travailler avec des développeurs, et c'est un autre métier en fait. Donc, qu'il fallait réapprendre. En fait, on a tout. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment de tout réapprendre. Après, on peut décliner ça sur plein d'exemples et tout, mais pour faire court, vu qu'on n'a que 1 minute, en fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment en fait, recomprendre en fait les fonctionnements, et puis remettre le doigt sur les choses qui sont vraiment importantes. Et comme il disait Pierre, en fait, je pense que une bonne technologie pour quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui se voit pas en fait. Mais ça veut pas dire que c'est pas extrêmement complexe, parce qu'en fait, pour que l'image elle se charge très rapidement sans qu'il y ait un petit noir entre deux qui coupe un petit peu, voilà. En fait, c'est des toutes petites choses, et c'est vrai qu'on a l'habitude sur Internet ou sur les écrans en fait que tout fonctionne très bien sans problème. Mais en fait, pour chaque écran, pour chaque navigateur, pour chaque support, et tous les 6 mois, il y a des mises à jour, il y a tout qui change tout le temps. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut entretenir beaucoup, et en fait ça demande beaucoup de travail, quoi. Ouais, vraiment. Et le cliché, peut-être on peut finir là-dessus, des fois les gens ils pensent que en fait la bande dessinée numérique coûte moins cher que de faire du papier, et en fait c'est faux. C'est plus ou moins le contraire, quoi. C'est que ça coûte en fait aussi beaucoup. Enfin après c'est complètement différent, parce qu'on paye pas pour un ouvrage, on paye pour un système, un fonctionnement, mais ça coûte très cher de le développer. Ça coûte cher de développer, parce que c'est des heures et des heures de travail, et puis c'est des heures et des heures de correction, de débogage, et puis c'est jamais fini. Il y a toujours des mises à jour, on revient toujours là-dessus, quoi. Je suis malheureusement obligé de clore, parce qu'on est vraiment très pressé par le temps. Est-ce que Yanis pourrait juste nous présenter encore, je vais porter ça, et puis nous présenter qu'est-ce que j'ai dans les mains. Alors en fait, nous ce qu'on propose, parce qu'évidemment il y a toute une histoire de rémunération, et pour moi c'était hyper important que cette collection permette aussi de rémunérer les auteurs. Donc il y a des abonnements, on peut s'abonner en ligne, on peut acheter des ouvrages à l'unité, il y a aussi des ouvrages bonus qui sont disponibles que en abonnement, et les ouvrages un peu plus longs qu'on fait, on les sort aussi dans ces versions pochettes. Donc il y a un petit code dedans, des petits goodies, vous les trouvez en librairie, on en a quelques-uns ici si vous voulez, on peut de ceux-là, pas beaucoup, et voilà. Mais sinon ils sont en librairie, et voilà, l'idée c'est qu'à chaque fois il y a des petits goodies qui font plus ou moins écho à la bande dessinée numérique. Un code, on va sur la plateforme, et puis là on peut lire la bande dessinée qu'on a achetée, on peut la prêter, l'offrir à d'autres gens, et puis la lire et la relire autant de fois qu'on veut, évidemment. Merci infiniment. Merci à Flavia Papadaniel pour son interprétation magnifique. Merci à Aude Barriot, Pierre Schilling, Yanis Lamakia. Merci à vous. Merci Boris.